Bienvenue dans le Pharmapreneur, le podcast qui explore les coulisses de la pharmacie d'officine et les défis de demain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus d'équipes officinales, à savoir la fusion de deux pharmacies. Car souvent, quand on pense fusion, on imagine une opération économique ou logistique, rapprocher les murs, mutualiser les stocks, unifier l'informatique, mais en réalité, le vrai défi, le plus délicat et le plus stratégique se joue ailleurs, c'est auprès des équipes. Car fusionner deux équipes, deux officines, c'est marier deux histoires, deux cultures professionnelles, parfois même deux visions du métier de pharmacien. C'est un vrai défi managérial. Alors, comment réussir ce processus sans casse et en transformant une contrainte en une opportunité? La réponse tient en trois grands enjeux majeurs. Le fait d'harmoniser les pratiques professionnelles, chaque éthique a ses habitudes, ses protocoles, sa façon de travailler. L'objectif n'est pas d'imposer un modèle, mais bien de construire ensemble une nouvelle manière de fonctionner qui prend le meilleur des deux. C'est également de donner une vision commune. La fusion, elle doit être vécue comme un projet porteur. Plus de services, une meilleure proximité avec la patientèle, une organisation modernisée. Et c'est au titulaire de devenir ce passeur de vision qui fédère autour d'un cap clair. Et c'est aussi maintenir la motivation et la confiance. Parce que dans une période d'incertitude, le risque majeur, c'est la démobilisation ou la perte de talent. Et la clé pour l'éviter, c'est une communication régulière, des décisions assumées et une reconnaissance du rôle de chacun. Autrement dit, réussir une fusion, ce n'est pas seulement additionner deux pharmacies, c'est avant tout un travail de management et de culture d'équipe bien plus qu'un simple projet économique. Une fusion ne se gère pas en une fois. C'est un processus progressif qui passe par plusieurs phases. La première phase, c'est celle de l'annonce, de la communication. Une fusion, ça ne se cache pas. Le risque, si on attend trop longtemps, c'est que les rumeurs s'installent et qu'elles deviennent plus anxiogènes que la réalité. Dès que le projet est suffisamment mûr, c'est-à-dire quand les grandes lignes sont définies et que le cap est clair, il est essentiel de prévenir l'équipe en priorité avant même que la patientèle ou le voisinage ne commence à poser des questions. L'annonce, ça doit être un temps fort, pensé comme une étape de management stratégique et non comme une simple formalité. Les équipes, elles ont besoin de comprendre le sens de la fusion. Le titulaire doit répondre à trois questions fondamentales. Pourquoi la fusion a lieu ? Par exemple, une pérennité économique, une anticipation des évolutions réglementaires, une adaptation aux nouveaux besoins de santé ou une volonté de se développer. Qu'est-ce que cela va changer aussi pour les patients ? Ça va être plus de services, plus de disponibilité, une meilleure expertise. Et puis surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'équipe ? Le maintien des emplois, de nouvelles opportunités, une redistribution des rôles. Le pourquoi, c'est donner de la légitimité au projet et cela permet aux collaborateurs de se projeter. Lors d'une annonce, les premières pensées des collaborateurs, elles sont rarement tournées vers la vision stratégique. Elles sont pragmatiques, elles sont personnelles. Mon poste est-il maintenu ? Mes horaires vont-ils changer ? Vais-je devoir travailler dans une autre ville ? Mes responsabilités sont-elles respectées ? Ne pas répondre clairement à ces questions, c'est ouvrir finalement la porte à l'angoisse, aux rumeurs, aux résistances. Même si toutes les réponses ne sont pas encore connues, il faut dire ce qui est sûr et assumer ce qui reste en discussion. Une bonne communication ne consiste pas seulement à faire une réunion d'annonce, il faut répéter régulièrement, accepter que les mêmes questions reviennent et comprendre que cette répétition n'est pas un signe de défiance, mais plutôt une manifestation de l'anxiété normale face à l'inconnu. Et dans ce contexte, le titulaire doit devenir un passeur de sérénité, rappeler le cap, expliquer les changements, valoriser les bénéfices à venir. Il peut être également très utile d'identifier dans l'équipe des collaborateurs relais qui adhèrent au projet et qui vont rassurer leurs collègues au quotidien. Ces ambassadeurs, ils deviennent des alliés précieux pour relayer les messages, calmer les inquiétudes et diffuser une énergie positive. La phase numéro 2, c'est l'intégration. Car quand deux équipes fusionnent, on ne mélange pas seulement des compétences, mais aussi des cultures professionnelles. Certaines équipes sont par exemple très orientées conseil patient, d'autres plus centrées sur la technicité. Certaines fonctionnent avec une hiérarchie forte, d'autres plus collaboratives et transversales. Les habitudes d'accueil, la gestion des flux, la manière de traiter les ordonnances complexes peuvent varier considérablement. Et donc, la première étape de l'intégration, c'est d'observer, de reconnaître ces différences au lieu de les nier.
Alors plutôt que d'imposer d'emblée de nouvelles règles, je pense qu'il est préférable de créer des passerelles. Cela peut passer par des réunions communes où chacun va présenter ses pratiques et ses points forts, des ateliers de partage pour comparer les méthodes de gestion, par exemple sur la délivrance des ordonnances lourdes, et puis mettre en place des binômes de comptoir qui mélangent les collaborateurs des deux structures. Ces passerelles, elles créent des liens humains avant de chercher à harmoniser les procédures. L'objectif de l'intégration, c'est pas encore d'écrire les nouveaux protocoles, mais plutôt de faire connaissance et d'instaurer un climat positif. Quand les collaborateurs ont appris à se connaître, les ajustements techniques deviennent finalement plus fluides, ils sont moins vécus comme une contrainte. Et puis, les premiers moments vécus ensemble, ils ont souvent une valeur symbolique énorme. La première réunion commune, le premier binôme au comptoir, le premier moment convivial partagé. Et si ces moments ils sont bien préparés et bien vécus, alors ils marquent le début d'une nouvelle dynamique collective. La troisième phase, c'est l'harmonisation. Car après la phase d'intégration, où l'on apprend à se connaître et à travailler côte à côte, vient le temps de poser un cadre commun. C'est une étape charnière, on passe de la découverte mutuelle à la construction d'une nouvelle organisation. Alors chaque officine avait ses habitudes, ses protocoles, ses façons de gérer les flux ou les délivrances. Et l'harmonisation, ça consiste à définir ensemble les bonnes règles de délivrance, de choisir les outils utilisés, de fixer les méthodes de gestion du stock, du back-off ou encore du MAD. C'est une étape qui est cruciale car elle permet d'éviter les incompréhensions au comptoir et de garantir une expérience homogène pour la patientèle. Une fusion, ça entraîne souvent des doublons de compétences, de préparateurs très forts en conseil dermocosmétique, de personnes spécialisées en gestion de stock, et plutôt que de les mettre en concurrence, c'est l'occasion finalement de redéfinir leur rôle, de valoriser les expertises spécifiques, de redistribuer certaines missions pour éviter les frustrations et donner à chacun une utilité claire, et puis d'identifier également les profils capables d'évoluer vers de nouvelles responsabilités. Cela permet d'éviter le sentiment d'injustice ou d'inutilité qui sont deux freins majeurs à la cohésion. La fusion, elle peut révéler de nouveaux besoins, par exemple de mettre en place un référent vaccination pour coordonner les campagnes, un responsable merchandising pour harmoniser, pour dynamiser l'espace de vente, ou un coordinateur du back-office pour fluidifier la gestion logistique. Ces nouveaux postes, ce sont des leviers puissants de motivation, ils montrent que la fusion n'est pas seulement une addition, mais bien une opportunité de progression pour l'équipe. Les pièges d'une fusion, c'est que l'une des officines absorbe l'autre. L'harmonisation, au contraire, elle doit permettre de créer une troisième entité où le 1 plus 1 ne donne pas 2 ou 1,5, mais plutôt 3, une troisième entité, une entité nouvelle qui prend le meilleur des deux cultures. Cela passe donc par des gestes symboliques, par exemple un nouveau logo ou une nouvelle charte graphique, des uniformes harmonisés, un slogan ou une mission commune affichée dans l'espace patient. Ces symboles, ils permettent aux équipes de se dire nous faisons désormais partie d'une même maison, mais qui n'est plus notre ancienne maison, qui est une nouvelle maison. Vient ensuite la phase 4, c'est celle de la consolidation. Car une fois les règles établies, les rôles redistribués, le travail n'est pas terminé. Il faut entretenir la cohésion dans le temps pour éviter que les tensions ne ressurgissent. Il va falloir créer des temps conviviaux. C'est des moments qui sont hors comptoir et ils sont indispensables pour renforcer les liens humains. Cela peut prendre la forme de repas d'équipe, de séminaires, d'afterworks, des moments festifs finalement pour célébrer une étape franchie comme la première campagne de vaccination réussie ou l'ouverture officielle du nouvel espace. Ces moments, ces temps informels, ils renforcent le sentiment d'appartenance et ils nourrissent une dynamique collective. Et puis il va falloir miser également sur la formation commune. La formation, c'est un outil de management autant qu'un outil technique. Ça permet d'unifier les pratiques en donnant à chacun les mêmes référentiels. Cela crée du lien car les collaborateurs apprennent et progressent ensemble. Elle valorise les équipes en montrant que la direction investit dans leur montée en compétences. Voilà, c'est pour elle une grande importance que chacun progresse au même rythme et dans la même direction. Dans cette phase, on va avoir un élément indispensable qui est de suivre les indicateurs humains. Car une fusion, ça ne se mesure pas seulement en chiffre d'affaires ou en marge, il faut aussi suivre des indicateurs humains.
une ambiance ressentie, un taux de turnover, un absentéisme, la qualité du service perçu par les patients. Ces indicateurs sont les meilleurs baromètres de la réussite de cette phase de consolidation. Alors la consolidation, c'est ce qui fait la différence entre une fusion subie et une fusion réussie. Sans consolidation, les tensions, elles ressurgissent, la démotivation, elle guette, et les patients, ils perçoivent finalement cette dissonance. Avec la consolidation, on obtient une équipe soudée, une patientèle qui est rassurée, une officine qui progresse plus vite qu'avant. Alors vous l'avez compris, la fusion, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Et même avec une bonne communication, il y a des zones de tension inévitables. L'important n'est pas de les nier, mais bien de les anticiper et d'apporter des réponses adaptées. La fusion d'officine, ce n'est jamais un fleuve tranquille. Même avec un projet bien construit, il est naturel que des inquiétudes, des résistances apparaissent. Ces réactions, ce ne sont pas des signes d'échec, mais plutôt des étapes normales d'un processus de changement. On va voir ensemble 3 grandes zones de tension que l'on rencontre le plus souvent et surtout comment les dépasser. La première, c'est la résistance au changement. En effet, chaque équipe, elle a ses habitudes, ses repères, ses automatismes. Chaque collaborateur peut parfois rejeter d'emblée une nouvelle organisation. C'est pas une question de mauvaise volonté, mais c'est plutôt de la peur de perdre un confort de travail ou des points de référence. C'est le fameux « on a toujours fait comme ça, pourquoi il faut changer ?» Alors comment dépasser cette résistance ? Déjà, il faut écouter sans juger, laisser l'espace pour s'exprimer, pour exprimer ses peurs. Souvent, verbaliser suffit à désamorcer une grande partie des tensions. Il faut expliquer également la logique. Chaque changement doit être justifié avec des exemples. Et puis, il faut mettre aussi en avant les bénéfices concrets, montrer comment ces évolutions vont simplifier le travail quotidien, ouvrir de nouvelles missions, améliorer la relation avec les patients. La résistance au changement, ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité de dialogue et d'explication. Et plus elle est prise au sérieux, et plus elle se transforme en un outil d'adhésion. Le deuxième point, c'est les craintes sur l'emploi. C'est sans doute le point le plus anxiogène lors d'une fusion. Les collaborateurs se posent des questions simples mais vitales. Vais-je garder mon poste? Mes horaires vont-ils changer? Aurais-je encore les mêmes responsabilités? Et cette peur, elle est logique. Une fusion, ça évoque souvent dans l'imaginaire collectif des suppressions de postes ou des réorganisations brutales. Alors comment dépasser ces craintes? Déjà, il faut être clair dès le départ. Si aucun licenciement n'est prévu, il faut l'annoncer immédiatement. Les silences entretiennent les rumeurs. Ensuite, il faut donner de la visibilité. Même si l'organigramme futur est encore provisoire, le présenter permet de rassurer et d'expliquer. Ensuite, il faut préciser les évolutions dans les rôles. Dire clairement si certaines missions vont changer et qui sera repositionné et surtout pourquoi. Il faut rappeler l'objectif de la fusion. Elle n'est pas faite pour déstabiliser, mais bien au contraire pour pérenniser l'activité et sécuriser les emplois. Plus on répond vite et précisément à ces questions, moins elles prennent d'ampleur. La transparence devient ici une véritable arme de sérénité. Le troisième point, c'est le choc des cultures professionnelles. Deux pharmacies, ce sont souvent deux mondes. Des styles de management différents, des façons de gérer le comptoir qui ne se ressemblent pas, une relation patient qui peut être plus conseil d'un côté, plus technique de l'autre. Bref, ce choc culturel, cela peut être la source de tension et de donner le sentiment qu'une équipe absorbe l'autre. Comment on peut dépasser ce choc? Ne pas imposer un modèle unique, car si une organisation écrase l'autre, alors cela sera vécu comme une perte d'identité. Et du coup, favoriser plutôt la co-construction. Créer des comités mixtes avec des représentants des deux équipes pour harmoniser les pratiques. Valoriser enfin les forces de chaque culture. Une officine peut être excellente en MAD, l'autre en vaccination. En fusionnant, on devient plus complet, plus riche, plus compétent collectivement. Et plutôt que de voir le choc des cultures comme une menace, il faut plutôt le transformer en une complémentarité. La diversité des pratiques, c'est finalement une force si elle est mise en valeur intelligemment. Le quatrième point, c'est la perte d'identité. Chaque pharmacie, chaque équipe possède sa propre histoire. Des rituels comme le café du matin, partagés toujours à la même heure, des expressions, des blagues internes qui rythment le quotidien, des habitudes professionnelles devenues des marqueurs de maison, comme un style particulier d'accueil ou une façon de gérer les conseils saisonniers.
Lors d'une fusion, certains collaborateurs peuvent avoir le sentiment que tout cela, ça disparaît, qu'on efface leur mémoire collective pour imposer une page blanche. Et ce sentiment peut être douloureux car il touche à l'appartenance. Comment dépasser cette difficulté ? Il faut valoriser l'histoire de chaque officine, reconnaître ce qui a été construit avant la fusion, c'est essentiel. Conserver certains rituels, ça rassure, la pause café, les mots d'accueil, les petites traditions. Il faut aussi créer un héritage commun, plutôt que d'effacer le passé, il s'agit de l'intégrer dans le présent. Par exemple, organiser une petite exposition interne de photos de l'avant, avec des moments marquants, des fêtes d'équipe, les anciens locaux, cela donne un sentiment de continuité. Et puis il faut aussi célébrer les histoires respectives. C'est un exercice puissant qui consiste finalement à organiser par exemple un repas ou une réunion conviviale où chaque équipe va partager un souvenir officinal. Cela peut transformer l'histoire de chacun en une richesse collective, cela nourrit la nouvelle entité. Finalement, la fusion, elle ne doit pas effacer les identités, elle doit les additionner pour construire un récit plus fort. Le 5e point, c'est une ambiance tendue au comptoir. En effet, le comptoir, c'est la vitrine d'une officine. Et c'est là que tout se voit, tout se ressent. Si des tensions existent entre collègues, elles se perçoivent immédiatement. Un échange froid, une absence de sourire, une organisation qui manque de fluidité. Et cela, le patient, il le capte en quelques secondes. Or, une mauvaise ambiance au comptoir, elle ne se contente pas de nuire au climat interne, elle fragilise directement la confiance de la patientèle. Alors comment dépasser ces difficultés ? Il faut fixer des règles communes de posture professionnelle. Un sourire, un accueil chaleureux, une attention aux besoins du patient, ce sont des fondamentaux non négociables. Il ne s'agit pas de brider les personnalités, mais bien de garantir une cohérence minimale dans l'expérience du patient. Il faut également expliquer la logique, car il est important de rappeler à l'équipe que cette cohérence, c'est une priorité, elle ne sert pas à uniformiser les individus, mais bien à maintenir une image de confiance auprès des patients. La première impression, cela conditionne souvent la fidélité. Et puis, il faudra favoriser la mixité des binômes, mettre en place par exemple des binômes au comptoir, composés de collaborateurs issus des deux anciennes équipes. C'est une stratégie efficace car elle permet de mieux se connaître, de partager des méthodes, de fluidifier l'intégration. Et petit à petit, les automatismes se créent et les frontières entre les anciens et les nouveaux, ça s'estompe. L'ambiance au comptoir, c'est donc un véritable baromètre. Si elle est sereine, c'est que l'intégration, elle fonctionne. Si elle est tendue, il faut vite intervenir, car c'est le patient qui en paye le prix le premier. En résumé, chaque difficulté est normale et attendue, mais elle devient un levier de progression si elle est abordée avec clarté, écoute et co-construction. L'un des grands défis d'une fusion d'équipe, ce n'est pas la technique, ni même l'organisation matérielle, c'est la répartition des rôles. Car derrière chaque tâche, chaque responsabilité se cache une question centrale: quelle est ma place dans ce nouveau projet ? Et si cette question elle reste sans réponse, les frustrations elles montent vite avec un sentiment d'injustice, de compétition interne, de perte de motivation. A l'inverse, quand chacun sait exactement qui fait quoi, pourquoi et avec quelle reconnaissance, l'équipe elle retrouve un équilibre solide. Alors quand deux équipes fusionnent, il est fréquent qu'elles aient des zones de recouvrement, deux personnes qui géraient les commandes de parapharmacie, deux adjoints qui étaient habitués à superviser les stagiaires, deux préparateurs qui s'occupaient des vaccins. Et si rien n'est clarifié, cela crée une double tension. D'un côté, un risque de conflit de territoire, de l'autre, un sentiment de dévalorisation, si l'on perd sans explication une mission dont on était responsable. Alors comment faire ? Déjà, l'idée c'est de lister les missions existantes dans chaque officine avant la fusion, et de cartographier les chevauchements, et de décider collectivement qui prend quelle responsabilité. Enfin, vous pourriez nommer clairement les responsables de chaque domaine. Une fusion, elle échoue rarement sur une grande décision stratégique. Elle échoue souvent sur des détails qui paraissent anodins mais qui touchent à l'équité. Par exemple, si une personne se retrouve systématiquement sur les gardes du dimanche ou est toujours affectée à des tâches ingrates comme le rangement du stock, elle finit par se sentir sacrifiée.
Alors quels sont les points de vigilance dans cette non-génération de perception d'injustice? Déjà, les gardes et les horaires contraignants. On doit obtenir une répartition équitable, c'est essentiel. Il y a aussi les tâches ingrates, comme les inventaires, le nettoyage du robot, la réception des commandes. Tout ça, ça doit tourner. Les responsabilités valorisantes, former un stagiaire, représenter la pharmacie à l'extérieur, participer à des projets de prévention, ça doit être partagé, ça ne doit pas être accaparé. Le principe à retenir, c'est qu'il n'y aura jamais d'égalité parfaite. Car finalement, les contraintes, les compétences, les disponibilités diffèrent, mais il doit y avoir une équité perçue, chacun doit comprendre pourquoi la répartition est telle qu'elle est et sentir qu'il n'est pas lésé. La clé, c'est finalement la transparence, expliquer les critères, les rendre visibles et cohérents quand c'est compris, quand c'est accepté. Une fusion, ce n'est pas seulement une recomposition, c'est aussi une occasion unique de détecter des pépites. Certains collaborateurs, parfois discrets, révèlent leur potentiel quand on leur confie de nouvelles missions. Alors quels profils peuvent émerger? Des référents thématiques, par exemple sur la vaccination, le MAD, l'orthopédie, le suivi des patients chroniques. Vous pouvez également trouver des pépites comme relais de management. Un adjoint peut devenir un coordinateur, un préparateur peut encadrer des stagiaires. Des pilotes de projet, par exemple, un collaborateur motivé peut prendre en charge la communication digitale. Mais comment les accompagner? Observez déjà les initiatives spontanées. Qui propose des solutions, qui fédère les autres. Donner également des perspectives, proposer une formation, créer une fiche de mission, officialiser le rôle. Et puis, valoriser publiquement, reconnaître devant l'équipe le nouveau statut, c'est renforcer la légitimité et éviter les jalousies. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est de gérer les différences de salaire et d'avantages existants. Imaginons deux préparateurs avec la même ancienneté, les mêmes missions, mais avec 150 € de différence de salaire. Si cette situation n'est pas traitée, elle nourrit trois risques. Un sentiment d'injustice qui mine la motivation, des tensions entre collègues, le fameux « pourquoi lui et pas moi », et puis un climat de défiance vis-à-vis de la direction. Alors en tant que direction, justement, quelles sont vos solutions? Déjà, la mise en place d'une harmonisation progressive, pensez à mettre en place un calendrier d'alignement clair, expliquer que les écarts vont être réduits étape par étape sur 1 an ou 2 pour atteindre un socle commun, de communiquer sur la progression, les collaborateurs doivent voir que la direction s'engage réellement, mettez en place une pédagogie sur ces différences, expliquez, parfois aussi c'est possible, les raisons des écarts, l'ancienneté, les diplômes, les responsabilités spécifiques, précisez que certaines disparités sont liées à des critères objectifs et pas à des préférences personnelles. Et puis pensez à mettre en place une politique commune, définir une grille interne de rémunération et d'avantages qui s'applique à tous à l'avenir. Cela peut permettre d'éviter que les inégalités ne se recréent et donnent une vision de long terme aux équipes. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de justice perçue. Si chacun comprend la logique et voit un plan clair, la frustration elle diminue. Mais si rien n'est dit, l'injustice, elle grandit dans le silence. Et donc, il est important de prendre en compte l'injustice et de la traiter de façon à ce que votre fusion, elle fonctionne bien. Le cinquième point d'une fusion réussie, c'est la formation. La formation, c'est un ciment pour réaliser la cohésion. Une fusion, c'est le moment où deux équipes, elles doivent apprendre à travailler ensemble. Et quoi de mieux finalement que d'apprendre en apprenant ensemble. La formation, c'est à la fois un outil de montée en compétences et c'est un véritable levier de lien social. À mon sens, il y a 3 types de formations prioritaires. Tout d'abord, les nouveaux services. Les vaccinations, les TROD, la prévention, le dépistage, ces modules, ils permettent non seulement d'homogénéiser les pratiques, mais aussi de projeter l'équipe dans le futur de notre métier sur des missions porteuses de sens. Le deuxième point, c'est la relation patient. Uniformiser le langage, les postures au comptoir, la gestion des situations délicates. Le but, c'est que la patientèle, elle perçoive de la cohérence dans son accueil, quel que soit l'interlocuteur. Et le troisième point, c'est les outils internes et les logiciels. Une formation commune sur le logiciel de gestion, sur les procédures de back-office ou sur l'utilisation des automates, ça évite le fameux 2 vitesses technologiques et cela gagne en efficacité dans votre gestion de votre groupe, de votre équipe.
Ces sessions, elles doivent être vécues non pas comme une contrainte, mais bien comme un moment collectif. Alors pensez à en faire un temps convivial autour de ces formations. Prévoyez des ateliers pratiques en binôme par exemple, et puis encouragez aussi les échanges post-formation. Alors maintenant, quels sont les leviers pour fédérer autour d'un projet commun? Car une fusion d'officines, ce n'est pas seulement réunir deux équipes, c'est créer une nouvelle aventure collective. Mais pour que cette aventure elle prenne du sens, deux leviers sont absolument indispensables: avoir une vision partagée et puis avoir aussi une communication régulière. À mon sens, sans ces piliers, la fusion, elle sera perçue comme une contrainte. Avec eux, par contre, ça peut devenir un projet enthousiasmant. Alors tout d'abord, parlons de la vision partagée. Sans cap clair, les équipes, elles s'épuisent dans les incertitudes du quotidien. La fusion, elle risque alors d'être vécue comme une perte d'identité, un surcroît de travail ou une contrainte imposée. Le rôle du titulaire, c'est de donner une direction qui dépasse la simple addition des murs et des stocks. Une vision, ça peut se décliner de plusieurs manières en fonction du projet et des territoires. Pensez à développer la prévention ou les nouveaux services, devenir un acteur de santé de proximité moderne, digitalisé, ou se spécialiser dans certains domaines, comme l'orthopédie, le MAD, la nutrition ou la phytothérapie. Et puis, comment incarner cette vision? Tout d'abord, il faut la présenter lors d'une réunion d'équipe, d'expliquer la direction, les raisons, les bénéfices attendus pour les patients et pour l'équipe. De le rappeler régulièrement, chaque mois, lors des réunions, des bilans, redire voici le cap, voici pourquoi on le fait et voici comment chacun doit y contribuer. Et puis donner du sens au quotidien, montrer en quoi chaque tâche ou chaque évolution s'inscrit dans ce projet commun. Le deuxième point, c'est la communication régulière. Dans une période de transition, là où il n'y a pas de communication, il y a des rumeurs. La nature, par définition, a horreur du vide. Dans la communication aussi. Le silence, il est vite interprété comme du secret ou du désintérêt, ce qui nourrit l'anxiété. C'est pourquoi une communication régulière, claire, transparente, c'est vital. Et quels sont les outils d'une communication interne dans le concret? C'est des points d'équipe rapides, 15 minutes debout chaque semaine pour partager les infos essentielles, écouter les questions. C'est la mise en place d'un tableau d'affichage en back-office avec des chiffres clés, ou c'est des temps d'échange ouverts, des réunions mensuelles ou des moments informels où chacun peut exprimer ses difficultés ou proposer des idées. La communication, elle doit être bidirectionnelle. Ça doit passer par le fait d'informer, de donner régulièrement des nouvelles, des décisions, des résultats, mais surtout d'écouter, d'accueillir les inquiétudes, les suggestions et les retours, et tout ça sans jugement. La communication, ça ne doit pas être un monologue descendant, mais bien un dialogue permanent. Alors, il va falloir penser à impliquer également vos collaborateurs. Les salariés ne sont pas que des exécutants. Et s'ils ne sont pas que des exécutants, alors la fusion sera perçue comme un véritable bénéfice. Des collaborateurs qui sont investis deviennent toujours des acteurs du changement. Ils comprennent mieux les décisions, ils s'approprient les nouvelles pratiques, ils contribuent à une dynamique positive. Mais comment peut-on favoriser l'implication d'une équipe? Il faut partager les décisions opérationnelles, par exemple. Choisir ensemble le nouvel outil de gestion des stocks pour que chacun comprenne les fonctionnalités ou se sente légitime à l'utiliser. Définir l'organisation du back-office afin que les tâches soient réparties selon les compétences et les aspirations de chacun. Construire le parcours patient à l'officine pour que l'expérience client reflète l'identité commune des deux équipes. Il faut également réaliser une création de groupes de travail ou de comités internes avec des mini-comités réunissant des représentants des deux équipes. Cela permet d'harmoniser les procédures et de recueillir les idées de terrain. Et puis, il doit y avoir une transparence sur l'impact des choix, montrer comment chaque décision contribue au projet global et aux objectifs de l'officine, par exemple la satisfaction patient, la fluidité du travail, la sécurité. Les collaborateurs ainsi ne subissent plus la fusion, ils en deviennent des co-auteurs. Le deuxième point, c'est la formation commune. La formation, c'est un levier stratégique
Double, parce qu'il permet d'aligner les pratiques professionnelles avec des mêmes protocoles, des mêmes méthodes, des mêmes standards de qualité. Puis cela crée également du lien humain, car apprendre ensemble, ça favorise tout simplement la coopération, ça réduit les tensions entre les anciennes équipes. Alors ces formations, vous pouvez les réaliser dans la vaccination, dans le dépistage, dans la relation patient, dans l'accueil, dans les logiciels. Au final, avec ces formations, tous les collaborateurs ils progressent au même rythme. Les échanges informels pendant les formations, ils renforcent le sentiment d'appartenance à une équipe unie, ça construit une histoire. Et puis les compétences combinées, elles augmentent la valeur ajoutée pour la patientèle. Le troisième point, c'est la mise en place de moments conviviaux. Alors pourquoi ils sont stratégiques ? Parce qu'on a souvent tendance à les considérer comme accessoires, mais en vérité, ils jouent un rôle crucial pour souder le collectif. Ils permettent de désamorcer des tensions latentes qui, au sein de l'officine, ne peuvent pas être résolues. Cela permet par exemple de célébrer des victoires ou de renforcer la motivation. Cela permet de créer une culture commune au-delà des règles et des procédures officielles. Alors quel type de moments conviviaux vous pourriez mettre en place ? Vous pourriez mettre en place des repas d'équipe. Par exemple, organiser un déjeuner ou un dîner pour célébrer le premier mois après la fusion. Vous pourriez mettre en place des séminaires ou des ateliers ludiques avec des jeux de rôle, des challenges internes, des activités de cohésion. Et puis, vous pourriez également célébrer les réussites, par exemple valoriser publiquement les initiatives ou des projets réussis par l'équipe. Le sixième point que je voulais aborder avec vous pour réussir une fusion de deux équipes, c'est l'utilisation d'un accompagnement externe. En effet, fusionner deux officines, ce n'est jamais un processus simple. Même avec la meilleure volonté du titulaire, certaines situations peuvent dépasser les capacités internes de gestion humaine et organisationnelle. Et c'est là finalement qu'intervient l'accompagnement externe qui apporte un regard neutre et des méthodes éprouvées pour sécuriser le projet. Alors quand est-ce qu'il faut l'envisager cet accompagnement externe ? Déjà en fonction de la taille de l'équipe. Si la fusion implique 10 à 15 personnes, voire même plus, la complexité de la gestion humaine augmente fortement et plus il y a de collaborateurs, plus il devient difficile de maintenir une communication fluide, de clarifier les rôles et de gérer les tensions de manière interne. Il y a également la notion de choc des cultures professionnelles. Deux officines avec des cultures très différentes, ça peut créer des frictions. Une équipe qui est orientée conseil ou une équipe qui est trop technique, une hiérarchie trop stricte ou un mode trop collaboratif. Et dans ce cas, un tiers neutre, ça peut aider à co-construire des pratiques communes et éviter que l'une des cultures n'absorbe l'autre. Le troisième point qui peut nécessiter un accompagnement externe, c'est un climat qui est déjà tendu. Des conflits internes, une syndicalisation, une défiance, une démotivation sont des signaux clairs. Il est temps d'appeler un expert. J'ai en tête par exemple 2 pharmacies qui se faisaient la guerre avant d'être regroupées. Tout ça en fait, il faut casser cette dynamique de guerre entre les équipes. Et puis quand vous êtes l'un des titulaires qui était entre guillemets perçu comme à l'origine de la guerre, un élément neutre, une Suisse pharmaceutique, c'est parfois une bonne chose. Le risque d'échec ou de perte de talent augmente si ces tensions elles ne sont pas traitées rapidement. Alors, quels sont les types d'accompagnement possibles ? Vous pourriez par exemple opter pour un consultant RH ou un coach en management. Son rôle principal sera de structurer la fusion. Il va par exemple clarifier l'organigramme futur, il va rédiger ou mettre en place des fiches de poste, il va organiser les étapes de la transition. Quels sont à mon avis son apport stratégique ? C'est qu'il va introduire des méthodes de gestion du changement basées sur des expériences similaires dans d'autres officines ou des entreprises de santé. Vous pouvez avoir aussi le médiateur externe. Le but, c'est de résoudre ou de prévenir les tensions interprofessionnelles ou interpersonnelles. Il facilite la parole entre les collaborateurs et les directions. Il aide à trouver des solutions acceptables pour toutes les parties. Par exemple, lors d'un conflit autour de la répartition des gardes ou des responsabilités, le médiateur il guidera la discussion et il va réussir à formaliser un accord. Le troisième interlocuteur que vous pouvez utiliser, c'est le formateur spécialisé en management officinal. Il va accompagner le changement, mais sur le terrain. Il va par exemple mettre en place des ateliers de cohésion d'équipe ou des jeux de rôle au comptoir. Il va participer à la formation sur la communication interne, sur la gestion des situations difficiles avec les patients
ou du leadership collaboratif. Son bénéfice direct, ça va être des outils donnés sur de l'opérationnel, sur l'immédiat. Il va renforcer la cohésion, il va renforcer la motivation. Alors quels sont les avantages concrets d'un accompagnement externe? Tout d'abord, vous bénéficiez d'une certaine forme de neutralité, un regard extérieur qui perçoit des tensions invisibles aux titulaires ou aux équipes. Cela permet aussi de décoder des situations subtiles comme des non-dits ou des micro-conflits. C'est également un facilitateur de parole. Les collaborateurs, ils vont s'exprimer plus librement à un tiers qu'ils ne le feraient avec leur employeur. Cela permet enfin de détecter précocement des frustrations ou des inquiétudes avant qu'elles ne deviennent des conflits. Cela permet enfin de structurer le projet en établissant des fiches de poste, un organigramme clair, des règles communes. Le projet gagnera ainsi en lisibilité et en crédibilité. Les collaborateurs, ils savent à quoi s'en tenir et où se situer dans le nouveau schéma. Enfin, c'est un gain de temps et d'efficacité parce que ça évite les erreurs classiques et puis cela permet de passer plus rapidement à la phase de consolidation en construisant une équipe solide et engagée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser l'impact d'un accompagnement externe? Choisir déjà un professionnel expérimenté dans le milieu de l'officine et qui comprendra les contraintes réglementaires et opérationnelles. C'est également définir clairement les objectifs de cet accompagnement, la gestion des tensions, l'harmonisation des pratiques, la formation collective, et puis d'impliquer aussi les équipes dès le début pour que l'accompagnement il soit accepté, perçu comme utile et pas comme une sanction. Enfin, combiner l'accompagnement externe avec les leviers internes, de la communication régulière, des moments conviviaux, des formations communes, pour avoir un effet durable. L'accompagnement externe, ce n'est pas un luxe, c'est plutôt un investissement stratégique pour sécuriser une fusion d'officines. Il apporte de la neutralité, de la structuration, de la fluidité, tout en renforçant la motivation et la cohésion des équipes, et associé à une communication claire, à l'implication des collaborateurs ou à des moments de formation et de convivialité, il transforme une fusion potentiellement risquée en un projet solide, durable, mobilisateur, bénéfique finalement pour les équipes et pour la patientèle. Le dernier point de cette vidéo, c'est l'impact sur la patientèle. Parce que dans une fusion, les équipes, ce ne sont pas les seules à être concernées, la patientèle aussi, elle vit le changement. Comme la relation patient est le cœur du métier officinal, il faut la gérer avec autant d'attention que les aspects RH. Et au niveau de votre patientèle, qu'est-ce qu'il va falloir véhiculer? Une continuité, une amélioration, pas une rupture. La fusion, ce n'est que du plus. Pour les patients, le risque est de ressentir une perte. Ma pharmacie de quartier elle disparaît, je vais être moins bien servi, ça va être moins personnel, ça va être plus impersonnel. Et le rôle de l'équipe, c'est de faire vivre la fusion comme une amélioration, plus de disponibilité, de services, de compétences, et pas comme une rupture. Ensuite, comme pour l'équipe, il faut anticiper les inquiétudes. Les patients, ils vont se poser des questions très directes. Est-ce que c'est toujours ma pharmacie? Pourquoi vous déménagez? Est-ce que je retrouverai les mêmes préparateurs? Et il est essentiel d'avoir, comme pour votre équipe, une communication claire, anticipée, avec des affiches dans votre officine, des flyers distribués avec les ordonnances, une communication via les réseaux sociaux ou le site internet. Le message clé, c'est de rester les mêmes, avec encore plus de services pour mieux vous accompagner. Le troisième point d'inquiétude, c'est la cohérence au comptoir. La patientèle, elle est très sensible aux signes visibles d'unité. Il faut rapidement garantir une certaine forme d'homogénéité. Un même langage professionnel, un même protocole d'accueil, une uniformité des tenues. Cela rassure les patients et cela évite de donner une image de désorganisation. Il faut également valoriser la fusion comme un atout. Une fusion, c'est une opportunité de renforcer l'offre avec des horaires élargis, de nouveaux services, une équipe plus étoffée et donc plus disponible. C'est aussi et enfin une expertise renforcée grâce aux compétences combinées. La communication doit mettre en avant cette valeur ajoutée. En réunissant nos forces, nous vous offrons encore plus de qualité, encore plus de disponibilité. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Réussir une fusion d'officines, ce n'est pas juste additionner deux structures, deux équipes ou deux patientèles, c'est construire une nouvelle entité commune où chacun trouve sa place
et l'on avance dans une même direction. 3 piliers sont incontournables, la transparence et la communication, dire les choses clairement, régulièrement, anticiper les inquiétudes, la reconnaissance et la valorisation de chacun, car chaque collaborateur, chaque équipe apporte de la richesse et la fusion ne doit pas effacer les différences, mais bien savoir les conserver ce qui fait la force de chacun et créer une identité commune plus forte. C'est également la construction d'un projet collectif, mobilisateur, donner un cap clair, partager une vision qui fait du sens et créer des règles communes pour travailler ensemble avec cohérence et enthousiasme. En résumé, une fusion réussie, c'est transformer ce qui pourrait être une contrainte en une véritable opportunité, plus de services, plus de compétences, plus de valeur pour la patientèle, et surtout un projet dans lequel l'équipe peut s'épanouir et se projeter sur le long terme. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note, à m'envoyer vos retours, vos commentaires, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode où nous allons continuer ensemble à explorer les transformations et les défis de l'officine. Tout ça, ça se passe sur votre podcast, Le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle entrepreneuriat et gestion officinale. À très bientôt.